les aïeux, pour la patrie. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, les voix. Pour les aïeux, pour la patrie. Dans toute l'Afrique organisée en États, la structure politique et sociale de cette époque semble ne présenter que des différences de détail. La société africaine est stratifiée en castes. Celle-ci résulte d'une division du travail à l'époque précolonialiste. Par suite du morcellement politique, à cette époque, la fonction militaire était celle qui comportait le plus de risques. Elle garantissait la sécurité collective. Aussi, les guerriers sont-ils devenus rapidement une classe de nobles détenant le pouvoir, la force et la considération. Toute autre forme de travail était avilissante pour eux. Ne pouvaient et ne devaient travailler que des hommes de caste, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient les différents métiers du temps, la cordonnerie, l'orfèvrerie, la métallurgie, ainsi de suite. La caste n'est autre chose qu'une profession considérée par ses rapports dialectiques avec la société. La stabilité du système de caste était due à différentes raisons dont la principale est le parfait équilibre des avantages et des inconvénients impliqués dans l'appartenance à une caste. La profession était héréditaire. On ne saurait guérir une maladie si on n'appartient pas à la famille de prêtres qui connaît de père en fils des méthodes de guérison. Si on le faisait, c'était une usurpation aux yeux du peuple. On ne produisait pas de résultats. Avec ce système de caste, on éliminait ainsi toute concurrence interprofessionnelle. Les objets fabriqués n'étaient pas de luxe, ils étaient indispensables à la vie sociale. Aussi, l'homme de métier chômait rarement car la demande était facilement supérieure à l'offre. L'exploitation de l'homme de caste par le noble n'existait pas sur le plan matériel, mais moral à travers les quémandages. Les nobles ne pouvaient refuser ces quémandages sans se rabaisser. En résumé, c'est la classe laborieuse qui avait le plus de possibilités d'accumuler des richesses. Elle ne pouvait donc pas être mécontente de son sort et le renversement du régime ne pouvait provenir d'elle. La haine de classe de l'ouvrier occidental lui est étrangère. Avec la colonisation, ce sont les bourgeois privés de ressources qui deviendront des hommes de métier dans les villes, rompant ainsi avec la tradition. La classe des nobles tendra à disparaître, tandis que celle des travailleurs des castes se développera. Le peuple trouvait la nécessité du roi et trouvait normal de verser une partie de leur récolte ou de leur production pour lui faire vivre ainsi que les siens et sa cour. Quand un roi disparaissait, il songeait à lui trouver un remplaçant plutôt que de se passer du roi. Le roi avait une légitime religieuse et sociale. Seul un système laïque pouvait provoquer une transformation du régime. Or, l'existence d'une tradition religieuse, d'une cosmogonie expliquant l'univers entier et le pourquoi de chaque chose ne laissait pas beaucoup de chance à l'apparition d'une pensée laïque en tant que telle. Il faudra que celle-ci vienne de l'extérieur. Mais d'autres rois émergèrent en Égypte quand elle perdit son autonomie. Le roi abuse de ses pouvoirs, devient injuste et ne protège plus les faibles. Le peuple est écrasé sous le poids d'une administration corrompue. Il s'ensuit l'apparition d'une conscience de classe et le bouleversement du régime. C'est ce qui arrivera en Égypte à la 6e dynastie, lors de la révolution prolétarienne. Avec la domination coloniale, l'Afrique noire entière tombera sous le joug de ce genre de rois, en l'occurrence au dernier temps de l'indépendance du continent. Ce sont des rois immigrés. Ils ne sont pas divins parce qu'on ne les connaît pas. Ils viennent de l'extérieur et s'imposent par la force, à la faveur d'une anarchie intérieure ou d'un pouvoir faible. Profitant du fait que le respect du roi dans l'esprit du peuple est un devoir sacré, ces rois parviennent à légitimer rapidement leur situation et introduisent souvent des coutumes étrangères. Mais la domination de tels rois sur le peuple n'était pas à comparer avec ceux des rois ou des bourgeois en Europe. Ce qui fait que malgré cela, le peuple ne trouvait pas de raison de changer de régime. Il n'était pas révolutionnaire mais conservateur. Chaque caste conservait ses avantages. Le régime constitutionnel s'imposait avec un conseil composé de représentants de chaque caste, que ce soit la caste des cordonniers, la caste des tisserands et autres. Du représentant des hommes libres, qui était le premier ministre, du représentant des esclaves, qui était généralement le général d'armée, dans les premières dynasties du Cayor.
Le pouvoir du chef reposait sur le premier ministre, qui était le représentant des hommes libres, comme nous l'avons dit, et du général d'armée qui représentait les esclaves, sans lesquels il n'était rien. Il était donc loin d'être un roi absolu. Le roi devait réunir le conseil avant de prendre une décision importante. S'il agissait à l'encontre d'une recommandation du premier ministre, il n'était plus soutenu par le peuple. Les sociétés africaines étaient aussi constituées d'États dominants et d'États dominés. Des rivalités existaient entre États. L'impérialisme, en nivelant ses individualités, en introduisant le dénominateur commun du colonialisme, a, chose paradoxale, introduit en même temps l'unité politique qui peut permettre maintenant la réalisation d'une fédération africaine à l'échelle du continent. L'harmonie de la société de caste où pratiquement personne n'était lésé ne pouvait être rompue que par une certaine catégorie d'esclaves, et non pas tous les esclaves. On devenait esclave à la suite d'une bataille, quand on était prisonnier de guerre, sans tenir compte de la situation sociale première. L'esclave servait de dot lors du mariage. Il ne reçoit pas la compensation pour son travail. Il est le seul de la société africaine qui soit l'objet d'une aliénation sans dédommagement d'aucune sorte. Il est quotidiennement blessé dans sa dignité d'homme, ce qui est extrêmement grave puisqu'il était jadis un homme libre. Il est par excellence l'agent mécontent de la société, le premier élément révolutionnaire, car le plus aliéné de tous. Mais la surveillance sous laquelle il était placé, la faible densité de la population répartie en villages dispersés, les multiples préjugés sur lui, l'isolement relatif de chaque esclave au sein d'une famille étrangère et hostile ont fait de l'esclave ancien un être plutôt messianique qui s'aliénera progressivement sans songer concrètement à un soulèvement concerté de tous les esclaves pour bouleverser le régime oppresseur. Tout au plus, il s'enfuyait pour retrouver sa liberté ou se suicidait en désespoir de cause. Tous les membres de la société pouvaient posséder un esclave. Il n'était pas seulement l'apanage des bourgeois. Si les nobles et les hommes libres ont pu vivre dans le mépris du travail manuel, c'est qu'en assurant la sécurité collective par la guerre, ils ont pu, en échange, se procurer une main-d'œuvre esclave gratuite qui leur permettait de vivre ainsi. Les esclaves du roi n'étaient plus esclaves que de nom. Ils étaient sous la dépendance directe du roi dont ils constituaient les troupes de choc encadrées par la noblesse et quelques hommes libres. Au Cayor, les généraux des armées étaient choisis parmi les esclaves les plus fidèles. Seuls ces esclaves pouvaient faire une révolution, mais l'occasion ne se produira qu'exceptionnellement entre Ladior, roi du Cayor, et Demba, son général d'armée, qui, Demba, précisons, a été soutenu par Faidherbe, qui a su exploiter cette contradiction de la société africaine. Demba, soutenu par la France, a mobilisé les esclaves contre le roi Ladior. En résumé, puisque personne ne voulait changer de condition, il n'y avait pas de force révolutionnaire. Seuls les esclaves auraient bien voulu le faire, mais la structure économique de cette société pré-industrielle ne leur permettait pas. Le système de compensation de caste semble donc expliquer la stabilité apparente des sociétés nègres depuis l'origine des temps, que ce soit en Égypte, que ce soit en Afrique, que ce soit en Arabie sahélienne, que ce soit en Inde chez les Dravidiens. C'est le même système qui est pratiqué et les révolutions sont pratiquement absentes. Aussi est-il presque inutile d'ajouter que préjugés ethniques et sociaux sont également néfastes pour l'avenir de notre pays. Pour élever notre société au niveau du monde moderne, force nous est de tourner résolument le dos à ce système de caste, puisque de nouvelles réalités se sont posées. Il faut désormais s'adapter aux nouvelles réalités qui se posent actuellement. D'après cette analyse, on voit que le primat de la superstructure dans une société de caste n'est qu'apparent. La société doit sa cohésion, sa stabilité à la sauvegarde des intérêts matériels de la classe laborieuse. La morale engendrée par ces conditions économiques. La fonction de guerrier provoquant le développement du sentiment de l'honneur militaire à son plus haut degré. La témérité était une des plus hautes valeurs morales, sinon la plus haute, de la société africaine. Au Cayor, un noble qui survivait à une défaite était déchu de son titre de noblesse. La générosité était aussi considérée comme une valeur morale essentielle, à tel point qu'un citoyen ne pouvait pas croquer seul un morceau de cola. S'il n'avait personne avec qui partager, il jetait une partie au sol. La générosité prenait la forme d'adaptation aux conditions de vie de l'époque.
Elle permettait à chacun de voyager dans une région ou un pays où l'on est totalement inconnu sans souci de nourriture et de logement, à une époque où il n'existait ni banque ni hôtel. Nous arrivons au terme de ce résumé. Comme vous le savez déjà, ce résumé c'est l'ouvrage Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop, tome 1 et 2. Et ce résumé a été fait par la Ligue associative africaine et le parti politique camerounais, la LIMARA, la Ligue des masses pour la renaissance africaine. Nous espérons que vous avez pris à mieux saisir le contenu de ce résumé. Allez dans notre site web www.ligea.org et découvrir d'autres résumés, que ce soit des résumés écrits, que ce soit des résumés en vidéo comme ceux-ci, ainsi que des publications. Nous avons plus de 150 articles déjà écrits, les ouvrages les plus significatifs sur l'Afrique que nous avons résumés. Donc nous vous y attendons. Et comme nous vous avons également dit une fois de plus, personne ne viendra construire notre continent à notre place. Personne ne donnera la dignité à notre peuple à travers le monde. C'est à nous de le faire. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et c'est pour ça que nous, dans la Limara et la Ligue associative africaine, nous avons pris la résolution de contribuer, d'apporter, de donner la dignité à notre peuple, de rétablir à notre peuple sa dignité. C'est pour ça que nous travaillons incessamment et nous vous attendons là-bas. C'est le travail de tout le monde. C'est un devoir citoyen. C'est un devoir de nègre. C'est un devoir de noir. C'est un devoir pour tout le monde. Chacun doit apporter sa contribution. La Ligue associative africaine vous attend pour pouvoir construire ensemble et mener ce qu'on appelle la grande révolution panafricaine pour parvenir à un État africain uni, comme nous avons appelé la République de fusion africaine.